Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Facebook Live de BFM Business, au cours duquel nous allons revenir en profondeur sur l'affaire dont tout le monde parle en ce début d'année, qui secoue un peu certaines habitudes dans l'univers parfois un peu cadenassé de la finance. Je veux évidemment parler de l'affaire GameStop et ses ramifications, notamment autour du courtier Robinhood, qui est presque l'affaire dans l'affaire. Merci de nous rejoindre. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions tout au long de ce direct. Donc, je suis Guillaume Bayer, rédacteur en chef du site BFM Bourse. Et puis, pour expliquer cette affaire, je me suis dit qu'il nous faudrait une sacrée dose de pédagogie. Qui dit pédagogie et Wall Street dit évidemment Grégory Volokin. Grégory, bonsoir. Bonsoir Guillaume. Merci de vous prêter au jeu. Donc, je rappelle que vous êtes président de Mescart Financial Services à New York, que vous êtes gérant de fonds vous-même, bien sûr, les fonds MAM Sustain USA et MAM Loxera Healthcare Growth. Et puis, vous nous faites le plaisir de commenter chaque jour l'actualité de Wall Street dans l'émission BFM Bourse sur la radio, la TV, BFM Business. Alors, pour rappeler un peu les prémices de cette histoire, avant tout, finalement, qu'est-ce que c'est GameStop? Qu'est-ce que c'était et d'où est partie cette espèce d'étoile filante qu'on a vue qui était en hausse de 2000% encore il y a quelques jours sur le début d'année 2021? Oui, alors GameStop, en fait, c'est une chaîne de magasins qui vendent des jeux électroniques neufs ou d'occasion et les plateformes de jeux comme par exemple la Xbox, etc., etc. Je crois que c'est la maison mère d'ailleurs d'une chaîne que les Français connaissent sous le nom de Micromania. Voilà, si vous le dites, je vous crois. Donc, le modèle de business en ce moment, évidemment, est en train de changer pour la grande distribution et les jeux vidéo, ça se fait de plus en plus online, en streaming, et la plupart des gens n'ont plus même l'idée d'aller dans un magasin pour acheter un jeu vidéo alors que vous le trouvez directement sur votre iPhone ou sur une plateforme de streaming. Donc, GameSpot, qui était 5000 magasins, quand la pandémie a commencé au mois de aux États-Unis, évidemment, ils ont dû fermer tous leurs magasins. Et on s'est rendu compte que c'est une compagnie qui était franchement en très grosse difficulté, que leur modèle de business ne fonctionnait plus du tout et que si GameStop ne se secouait pas un peu, cette compagnie allait directement vers la faillite. À ce moment-là, il y a eu deux gérants de petits hedge funds au mois de mars qui ont eu en fait cette même observation. GameStop, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour les sauver. Donc mars 2020, deux hedge 2020. funds qui commencent à se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire dessus. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, ils ont acheté des actions GameStop qui valaient entre 2 et 3 dollars, dont personne ne voulait. Et ils ont dit à GameStop, ils ont appelé le management en disant, écoutez, nous, on est rentré dans le capital de GameStop, on aimerait être représenté dans le board, dans les instances de direction, et on voudrait qu'on puisse restructurer cette compagnie. Évidemment, elle est surdimensionnée, mais il y a peut-être des choses à faire. A beaucoup résisté jusqu'au mois de juin. Et à ce moment-là, au mois de juin, ils ont accepté que ces deux personnes, un monsieur Broderick et un monsieur Wolf, de deux fonds, Permit et Estia, rentrent dans le board, dans le management de GameStop. Pour le moment, l'histoire est simple. Fin de l'été, quelqu'un qui est très connu et très respecté aux États-Unis, un certain monsieur Cohen, qui avait été le fondateur de Chewy. Si vous connaissez Chewy, c'est la grande plateforme de distribution de nourriture pour animaux qui vaut des milliards et des milliards de dollars. Donc, quelqu'un qui avait vraiment fait ses preuves dans la distribution sur Internet. Lui, alors, il rentre d'une façon assez fracassante dans GameStop puisqu'il achète pratiquement 10% de la compagnie, 10% des actions. Et je dirais que c'est ça qui a, en fait, attiré l'attention d'un grand nombre de futurs traders, de personnes qui étaient sur les plateformes des réseaux sociaux et notamment sur un réseau social dont on va beaucoup reparler, qui est sur Reddit, et ce réseau social s'appelle Wall Street Bet. La plateforme communautaire Reddit où on discute de toutes sortes de sujets et notamment les passionnés de bourse peuvent, via Wall Street Bets, discuter, s'échanger des tuyaux, etc. Voilà. Donc, à partir du mois de septembre, petit à petit, sur Wall Street Bet, des tas de gens ont dit, mais regardez cette compagnie GameStop, il y a peut-être quelque chose à faire. C'était pas du tout une mauvaise intention. Ils disaient,
Maintenant, il va y avoir un changement au management, des gens qui sont capables. Vous avez quelqu'un qui est très réputé qui a pris 10% de la compagnie. Mais attention, il y a quelque chose d'assez intéressant dans GameStop, c'est qu'en fait, comme tout le monde pariait que GameStop allait faire faillite, beaucoup de hedge funds ont vendu l'action de GameStop à découvert. Et ces personnes sur Wall Street Bet, regardez les chiffres, et ils ont découvert qu'en fait, 150% des actions, c'est-à-dire plus que toutes les actions de GameStop étaient vendues à découvert, ce qui valait dire en fait que vous aviez beaucoup plus de gens qui pariaient sur la mort de GameStop que sur le fait que GameStop pourrait survivre. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler le mécanisme de la vente à découvert, absolument, qui n'est peut-être pas encore complètement connu de tous, et comment on peut arriver à ce que ce soit plus de l'équivalent de 100% du capital qui soit vendu à découvert? Oui, ça, c'est deux questions séparées. Alors, la première, la vente à découverte, c'est quelque chose vieux comme le monde. Si vous pensez qu'une compagnie, le cours d'une compagnie va baisser pour des raisons économiques ou autres, un investisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va non pas acheter le titre, il va emprunter l'action. Donc, il va aller, par exemple, vers une banque et il va dire j'aimerais emprunter 1000 actions GameStop, 1000 actions Intel. Il va l'emprunter, il doit payer quelques pourcentages par mois parce qu'il l'emprunte. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va la vendre tout de suite. Alors vous allez me dire, mais alors comment il va gagner de l'argent? C'est tout simple. Il va vendre cette action. Alors imaginons qu'il a emprunté une action à 20 $ et il la vend à 20 $. S'il a parié que l'action allait baisser et qu'il a raison, peut-être que 2 semaines après ou 3 semaines après, l'action sera passée de 20 $ à 10 $. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, lui, il a touché 20 $ quand il l'a vendu, il va la racheter à 10 $, il aura empoché 10 $ de profit et il rendra l'action à la personne qui il était en contact, avec qui il l'avait emprunté. Tout à fait normal, ça se fait tout le temps. Si vous me demandez pourquoi on peut être plus que 100% vendu à découvert, c'est parce que ce petit jeu peut tout simplement passer de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc, vous achetez l'action, vous l'empruntez, vous la vendez à découvert, quelqu'un d'autre l'emprunte encore une fois. Donc, elle a été empruntée 2 fois. Il n'y a pas de limite à la limite. Il n'y a pas de limite en théorie. On peut emprunter une action 10 fois. Donc, ce n'est même pas choquant. Certaines personnes faisaient une polémique, 150% à découvert. Non, ce n'est même pas choquant. C'est quelque chose qui est arrivé. Sauf que, évidemment, ça attire l'attention parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde a parié sur la faillite de GameStop et que si le titre GameStop commence à monter, tous ces vendeurs à découvert perdent de l'argent. Alors, qu'est-ce qui fait un vendeur à découvert quand il perd de l'argent? Il ne peut pas faire grand-chose. Ou il a de la patience, alors il attend en se disant tiens, le titre va finalement baisser. Ou bien sa perte en se rachetant. Et le pari de ces spéculateurs sur Wall Street Bet, sur Robinhood, c'est que si on allait pousser tous les hedge funds et tous les gens qui avaient vendu à découvert à se racheter, ils devraient acheter des actions continuellement, acheter des actions GameStop et automatiquement, ça ferait monter le titre de GameStop et ça s'est passé, ça a très bien marché. Une sorte d'effet élastique parce que finalement, plus le titre est shorté et plus il est susceptible de rebondir encore plus, d'autant plus quand il rebondit, quand il est recherché. Alors, il y a eu ce phénomène, évidemment. Donc, vous aviez que les hedge funds qui perdaient de l'argent. Alors, disons que GameStop passait de 4 à 8. Quelqu'un qui avait shorté à 4, il a déjà perdu 4 $. C'est beaucoup. Il se rachète. Il y avait encore un autre phénomène fascinant, c'est que les traders de Robinhood ont aussi joué ça avec des options. Alors, une option, c'est quoi? Vous achetez un call, dans ce cas-là, et le call, c'est tout simplement le droit d'acheter dans le futur une action à un certain prix. Alors, disons que l'action est à 4 $ et vous achetez un call 6. Bon, si l'action reste à 4, votre call, à son échéance, que vous avez acheté pour 6, il ne vaut plus rien. Okay. Sauf que si l'action passe de 4 à 8, vous, avec votre call 6, vous avez le droit d'acheter l'action à 6 et de la revendre à 8. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et ça explique aussi une grande partie de cette hausse. La compagnie, la banque, l'intermédiaire financier qui prend un très gros risque.
parce qu'évidemment, il va devoir vous donner l'action au prix auquel vous pensez y avoir droit. Donc, tout simplement, cette pour banque, se couvrir, acheter aussi l'action GameStop. Donc, en même temps, vous aviez les hedge funds qui se couvraient et vous aviez tout simplement Wall Street et les grandes banques, les Citadel et les autres, qui tout simplement couvraient les options en achetant aussi l'action. C'était un cercle vertueux qui a duré pas si longtemps en fait, il a duré la semaine dernière. Il s'est retourné, mais c'est un cercle vertueux qui a amené peut-être le phénomène de couverture de short le plus grand de l'histoire de la finance. Alors justement, ce qu'ont fait les parieurs de Reddit qui discutaient sur Wall Street Bet, nous demande Spike, est-ce que c'est pas finalement la technique du corner qui est finalement interdite? Alors, ils ont mis un peu en corner les vendeurs. C'est une vraie question, sauf que sur une plateforme Internet, en fait, sur une plateforme de réseaux sociaux, les gens communiquent. Ils ne sont pas en train de faire une collusion entre eux. Ce n'est pas la même chose que si vous êtes sur le bureau d'une banque et avec votre collègue à côté, vous dites tiens, on va acheter ça ensemble, etc. Sur la plateforme Wall Street Bet, tout simplement, les gens disaient regardez, ça monte. Plus vous allez... Moi, je pense que c'est une bonne idée d'acheter. Exactement. Il n'y avait vraiment pas un effort d'organisation. Il n'y a pas eu d'organisation. C'était que des gens indépendants qui ont profité en fait d'un phénomène assez unique qui pourrait d'ailleurs se reproduire. Donc, légalement, ça va être absolument impossible de dire qu'il y a eu une manipulation du marché. Vous coupez tout de suite la question de Loïc qui demandait la SEC apparemment va enquêter. Est-ce qu'il peut y avoir une manipulation, une collusion la question est excellente. Ouais. Ça va être extrêmement difficile de prouver qu'il y a une collusion. Par contre, ce qu'il faut aussi dire vis-à-vis de la SEC, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs dans la finance. Et imaginez les hedge funds eux-mêmes qui ne sont pas blanc-neige. Quand ils sortaient une compagnie en pariant sur sa faillite, les hedge funds très souvent faisaient une collusion. Et un des hedge funds dont on parle le plus aujourd'hui, qui est Point72 de Steve Cohen, a payé une amende de 3 milliards de dollars à la SEC il y a quelques années, justement pour collision. Donc là, c'était vraiment des efforts organisés qui sont arrivés très souvent dans la finance de la part des professionnels. Et ça serait, je dirais, très, très mal vu maintenant de taper sur l'individuel et de lui reprocher alors qu'il fait ce qu'ont fait des professionnels d'une façon illégale très souvent. Et alors, à contrario, donc toute cette histoire, ça a mis en lumière particulièrement le courtier qui s'appelle Robinhood, qui a cette spécificité donc de permettre de passer des ordres, réaliser des transactions à zéro frais, zéro commission, donc ce qui est quand même assez incitatif pour les petits porteurs. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un effet pervers? Parce que si c'est gratuit, comme on dit souvent, est-ce que ce n'est pas un peu le client, le produit? Oui, vous avez tout à fait raison, Guillaume. Le client est le produit parce que c'est gratuit. Donc, il va acheter ses actions sur Robinhood. Mais Robinhood va envoyer ses ordres en bourse à un autre courtier, évidemment, qui s'appelle dans ce cas-là Citadel, mais il y en a d'autres. Et ce courtier qui reçoit les ordres, il en reçoit tellement à la fois que c'est lui qui va en fait faire l'exécution sur les marchés. Et sur chaque ordre, il va prendre une minuscule commission, je dirais. Ça peut être un dixième de cents. Mais quand vous parlez de millions et de millions d'ordres en bourse avec un dixième de cents, il y a un vrai business à faire. Donc, oui, c'est gratuit d'une certaine façon pour l'utilisateur, mais même s'il finit quand même à être lui-même le produit, ce qu'il paye est tellement infinitésimal qu'il ne va pas le remarquer. Mais ça crée tout un business pour les compagnies qui sont donc ces plateformes Citadel, Virtu Financial et les autres. Alors, et est-ce que Citadel ne peut pas être tenté de se servir de la connaissance qu'il a de ces données, de la direction des carnets d'ordre, pour jouer lui-même en bourse, être à la fois un exécutant des ordres et à la fois un hedge fund? Est-ce que c'est pas là le vrai conflit d'intérêt
Alors, c'est Philippe qui pose cette excellente question. C'est une excellente question, c'est exactement la question que va se poser la SEC pour une raison toute simple. Citadel, c'est deux activités. Une activité de broker, hein, justement d'exécuter les ordres de tous ces clients qui arrivent, et une autre, Citadel, c'est un énorme hedge fund. Ce qu'on espère, c'est qu'il y avait une muraille de Chine entre les deux. Et vous savez aussi bien que moi que les murailles de Chine, en général, elles se traversent. Elles se traversent. Donc, la question de votre auditeur est excellente parce que c'est ça que va regarder la SEC. Est-ce que, par exemple, Citadel a utilisé les informations pour dire à leur hedge fund Citadel, tiens, vous savez, par exemple, Robinhood va devoir arrêter le trading sur GameStop parce qu'ils n'ont pas assez de collatéral, etc. Donc, l'action va baisser. Il y a eu ce genre de communication. Ça serait grave. Ça serait une énorme fraude. Pour le moment, il y a eu des gens qui ont dit que ça s'était passé, mais sans avoir aucune preuve. Je ne dis pas que ça s'est passé, je ne dis pas que ça ne s'est pas passé. Mais c'est ça le vrai risque, et c'est certainement ça que la SEC est en train de regarder. Et seule une enquête approfondie du gendarme américain permettra vraiment de le savoir. Ça, de toute façon, a priori. D'accord. Une remarque un peu technique de Fab Cayuela, qui est visiblement dans l'Aude, que je salue donc. Il nous demande comment ça il a l'impression en tout cas que depuis lundi, l'action GameStop a fortement baissé, mais dans des volumes beaucoup plus faibles qu'il ne l'était lorsqu'elle s'envolait la semaine dernière. Est-ce que c'est possible ça? Non seulement c'est possible, mais c'est vrai. Je regardais tout à l'heure les jours où il y a eu le plus gros volume sur GameStop, 170 millions d'actions échangées. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on en est à 55 millions. Donc oui, on peut dire que les volumes ont baissé de 3 ou 4 fois plus petits. Alors pourquoi ces volumes sont plus petits? C'est tout ça qui est en train de baisser. Donc quand l'action est en train de baisser, et très fortement d'ailleurs, vous avez beaucoup moins d'acheteurs. Hein, donc c'est certain que tous les gens qui l'achetaient continuellement maintenant ne l'achètent plus. Et tous les hedge funds qui devraient se couvrir, donc racheter l'action, n'ont plus besoin de l'acheter. Donc ça aussi, ça tue en fait tout ce jeu. Le volume. C'est le volume qui tue. Plus le volume va diminuer, plus l'action va baisser. Et c'est un cercle vicieux dans le bon sens du terme à la hausse, donc un cercle vertueux. Les volumes augmentent parce que l'action monte. Ça devient un cercle vicieux. Les volumes baissent et l'action baisse. Et sans doute que certains des derniers entrants sur la valeur ne l'avaient pas pleinement réalisé et ils sont aujourd'hui assis sur leur perte sans oser la couper, et ce qui explique aussi qu'il y a moins de volume, quoi. Pour une expérience personnelle, par exemple, mon fils qui habite en Californie, qui y a 10 à la fin de la semaine, il m'a dit tous mes copains ont acheté GameStop, comment est-ce que je peux faire pour l'acheter aussi? Je lui ai dit écoute, c'est super, ça arrive beaucoup trop tard, ça a déjà été fait. Il faut dans ce genre d'opération. Hein. Mais n'oubliez pas que l'action, au début de l'année, était vers les $4. Donc, il y a encore des gains importants. Mais c'est malheureux, c'est vrai. Tant pis, quand on joue, parce que là, on joue, hein, on n'investit pas. Quand on joue, on gagne gros, mais on peut perdre gros aussi. Et c'est vrai qu'elle est encore relativement haut, hein, parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé, elle reculait de 54% à $104, je crois. Ça fait une capitalisation de presque 10 milliards de dollars de capitalisation. Hein. Pour donner un point de comparaison par rapport à des entreprises françaises, 10 milliards de dollars, c'est plus cher qu'un Rémy Cointreau, qu'un Valeo ou qu'un Française des Jeux, par exemple. Donc, c'est quand même intrinsèquement très, très, très chèrement valorisé, on peut dire. Oui, et vous dites 10 milliards, qui est exactement le chiffre. Et avant toute cette affaire de couverture de short, elle valait en bourse 800 millions. Donc, elle vaut encore plus de 12 fois plus ce qu'elle valait avant qu'il y ait eu ce phénomène de day trading, je dirais, sur GameStop. Et d'autres, on parle que de GameStop, c'est un excellent exemple, mais il y a eu aussi sur, par exemple, la chaîne de cinéma AMC, la chaîne de vêtements Express. Il y a eu le même phénomène sur une bonne dizaine d'actions qui avaient une grosse base de vente à découvert. Alors, pour éviter de faire comme les camarades de votre fils, Bark nous demande, mais alors comment on fait pour bien débuter en bourse? Donc, surtout, on ne se risque pas dans des opérations de cornering des hedge funds, j'imagine. Mais je vais vous dire, il faut pas gâcher les choses parce que on peut tout faire en bourse. On est dans des pays libres. Je dirais que pour bien débuter en bourse,
il faut essayer d'investir selon les fondamentaux au maximum, étudier au maximum les compagnies. Mais rien ne dit que vous n'avez pas le droit aussi de vous amuser. Sauf que s'amuser, il faut savoir le maîtriser. Donc, si vous avez 100 € à investir en bourse, investissez 90 d'une façon extrêmement, je dirais, prudente sur des dossiers que vous connaissez ou que vous suivez bien ou des compagnies dans lesquelles vous avez l'habitude. Par exemple, je ne sais pas, si vous aimez le luxe, vous allez acheter Kering ou LVMH, etc. Mais vous avez aussi le droit d'investir 3, 4, 5 € sur vos 100 € en se disant, mais pourquoi pas? Je dirais, il faut garder peut-être aussi, ne pas dégoûter les gens, il faut aussi qu'ils aient cette possibilité. Et, c'est une possibilité réelle. Et vous savez, tous les investisseurs font ça. On investit d'une façon extrêmement sérieuse professionnellement toute la journée, mais il faut garder un peu la part du rêve et pourquoi pas consacrer quelques pourcentages de l'argent qu'on a, si on a de l'argent, d'une certaine façon à investir pour des dossiers très spéculatifs. Pourquoi pas? Bah, c'est un point de vue tout à fait rafraîchissant. Et puis, c'est vrai que finalement, pour apprendre en bourse, il faut aussi y aller, faire quelques erreurs, expérimenter. On a beau lire, étudier, c'est quand même difficile de remplacer l'expérience. Et puis, pour avoir l'expérience, ben, il faut passer des ordres, Oui, Guillaume, même parfois maladroit. Ce que vous dites, Guillaume, c'est vrai. En fait, et je dirais personnellement, on apprend en bourse en perdant. Ce n'est pas en gagnant qu'on apprend. On n'apprend pas grand-chose en gagnant de l'argent. Par contre, une fois qu'on a vraiment perdu de l'argent en bourse, on a appris en général une très bonne leçon. Et puis, il faut voir pourquoi on a fait ces erreurs. Et on construit, disons, sa connaissance des marchés sur les erreurs qu'on fait. Il y a Fabien qui nous rappelle un épisode un peu plus ancien, qui est celui de 2008, un short squeeze qui avait touché l'action Volkswagen Group allemande. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008 ou 2009. En quoi ces deux épisodes étaient similaires ou différents? Je dirais la grande différence, le principe est le même, hein, puisque c'est un short squeeze. La grande différence, c'est qu'à l'époque de Volkswagen, ça avait été un short squeeze qui avait été beaucoup plus organisé ou qui émanait beaucoup plus des professionnels de la bourse et je dirais des traders pour fonds propres des grandes maisons de la place. Alors que là, on a vu quand même que c'est un phénomène qui venait de l'individuel. Maintenant, attention, quand je dis de l'individuel, il ne faut pas oublier aussi que les professionnels, la semaine dernière, ont aussi joué ces dossiers-là. Par exemple, je voyais quelqu'un qui faisait la remarque qu'à un certain moment, un ordre de 50 000 actions GameStop, un gros bloc, était passé. Ça représente 10 millions d'euros. À l'époque, la semaine dernière, ça faisait 10 millions d'euros. Ça, c'est de l'argent professionnel, ça, c'est de l'argent de fonds d'investissement. Ce n'est pas un particulier qui joue 10 millions d'un coup. Donc, Wall Street, mais même Wall Street était rentré un peu dans le… Ouais. Il faut sortir un peu de cette image qui a beaucoup été véhiculée la semaine dernière du David contre Goliath. Il y a quand même aussi des fonds contre des fonds, finalement, en grande partie. C'est absolument vrai. Et ce n'est pas l'un qui est meilleur que l'autre. C'est rafraîchissant de voir que les investisseurs individuels peuvent gagner de l'argent à un certain point, puisqu'ils en ont gagné, comme les professionnels. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que les professionnels, mais ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas forcément une science. Alors, ça met beaucoup de choses en cause. Ça met, par exemple, en cause ces hedge funds dont le trader, assis derrière son bureau en pyjama dans le Connecticut, a un bonus à la fin de l'année de 500 millions de dollars. Alors qu'il fait la même chose que le temps sur son téléphone la semaine dernière. Alors Clément pense au PDG de GameStop qui doit se demander la nuit ou le matin en partant au boulot, qu'est-ce qui fait de la hausse de son cours? Est-ce qu'il faut que GameStop se dépêche d'émettre des nouvelles actions, profiter de cette flambée pour améliorer sa trésorerie? Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce que si vous regardez la chaîne de cinéma, ils ont émis des actions. Ils ont émis pour 1 milliard d'actions, ils l'ont fait. GameStop ne l'a pas encore fait, peut-être qu'ils vont le faire. Une autre chose qui est très intéressante pour le pauvre CEO, s'il est pauvre de GameStop,
c'est qu'en ce moment, il est dans ce qu'on appelle une quiet period à Wall Street, juste avant la période où les résultats vont être publiés. Donc, le CEO, le management de GameStop n'a pas le droit de vendre des actions. Ça veut dire qu'ils ont passé de 4 $ à 400. Ils en ont des dizaines ou des centaines de milliers, ces managers de GameStop, et ils n'avaient pas le droit d'en vendre. C'est Sisyphe. D'accord. Une question de Jean-Christophe. Avec le travail à distance et les taux de plus en plus bas, les taux obligataires, les gens ont le temps de trader et de suivre la bourse. Pourquoi ce phénomène de société maintenant? Justement. Mais je dirais que c'est quelque chose de salutaire. On peut dire qu'il y a une démocratisation de la bourse. La bourse, ça ne doit pas être juste pour un cercle de gens dans des salons d'une banque privée qui fument des cigares. Donc, que tout le monde puisse utiliser son iPhone avec une plateforme de trading. Ça peut être Boursorama chez vous, et puis ici, ça va être c'est une bonne chose. Ouais. Maintenant, est-ce que les gens ont plus de temps? Allez savoir. C'est possible aussi qu'il y ait les gens qui aient plus de temps. N'oubliez pas qu'il y a aussi beaucoup de chômeurs aux États-Unis. Et quelqu'un disait, mais ces 10% de chômeurs aux États-Unis, ils ont été aidés vraiment par l'État américain. On le disait l'année dernière, très souvent, un chômeur gagnait pratiquement 2 fois son salaire grâce aux aides de l'État américain. Donc oui, peut-être qu'il y a eu aussi des gens qui se sont dit, bah, tiens, puisque on ne travaille pas et qu'on a un peu plus de revenus qu'avant, pourquoi pas essayer aussi notre fortune en bourse. Est-ce qu'il ne faut pas quand même redouter aujourd'hui un peu une espèce d'euphorie, parce qu'on a l'envolée aussi d'une énorme valeur aujourd'hui, donc Tesla, les IPO des types Airbnb, les SPAC, là, ces entreprises chèques en blanc qui s'introduisent, qui lèvent des fonds alors qu'on ne sait même pas précisément ce qu'elles vont en faire, Robinhood, etc. Est-ce qu'il ne faut pas un peu commencer à avoir peur alors que tout le monde semble être euphorique vis-à-vis de la bourse? Oui, c'est certain qu'il faut toujours essayer de voir si dans le système. Le problème avec une bulle, c'est quand va-t-elle exploser? Vous avez des gens très intelligents qui ont dit que Tesla ne serait jamais une compagnie dans laquelle on peut investir. Résultat, Tesla, l'année dernière, était en hausse de 700% et a rejoint le S&P 500. Et donc, on peut dire qu'il y a des bulles, sauf que ce qu'on peut dire sont extrêmement limitées. Et que tant qu'une bulle est limitée sur un marché, elle est dangereuse ou pas autant dangereuse. Quand on parle de GameStop, on parlait en fait d'une dizaine d'actions sur les 4000 qui sont en circulation aux États-Unis. Ça, ce n'est pas une bulle, c'est juste un petit phénomène qui n'est pas encore très, très répandu. Vous parlez des SPAC, sujet très intéressant, on pourrait faire un autre FaceTime dessus. Mais les SPAC, c'est quoi? C'est des compagnies qui sont créées dans lesquelles les gens investissent sans savoir dans quoi la SPAC va investir. Donc, c'est donner de l'argent et carte blanche à un investisseur pour qu'il investisse bien. Mais juste en fonction du pédigré de cet investisseur qui était convaincant jusqu'ici. Absolument, oui. Mais ces SPAC ont aussi investi dans des compagnies réelles et dans d'excellentes compagnies. Donc là aussi, je dirais, c'est un phénomène peut-être un peu de mode. Ça veut dire surtout qu'il y a énormément de liquidités dans le système. Il y a beaucoup d'argent qui cherche à aller quelque part. Et je dirais, c'est ça qui est à la fois inquiétant et réel, c'est que les banques centrales ont essayé de sauver l'économie. Elles ont réussi d'une certaine façon à éviter une dépression. Il n'y a pas de dépression. On a des récessions, mais on n'a pas de dépression. Les récessions ont l'air d'être maîtrisées, mais tout cet argent n'a pas été uniquement pour aider les chômeurs ou les entreprises en difficulté. Il y a aussi quand même beaucoup de cet argent qui est rentré dans les marchés et qui les a poussés à la hausse. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Non, il faut être très, très attentif. Gaël revient un peu sur le procédé de la vente à découvert. Est-ce qu'il faut supprimer la vente à découvert ou est-ce qu'elle a une utilité? C'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que on parle de fonds vautours lorsqu'ils achètent des actifs financiers dont plus personne ne veut, des obligations d'État. On parle aussi de fonds vautours quand ils vendent des actifs financiers que tout le monde veut.
Donc voilà, finalement, est-ce qu'il y a quand même une utilité à cette pratique ou pas du tout? Je dirais qu'il y a une grande utilité à cette pratique parce que historiquement, elle a très souvent révélé à quel point des compagnies abusaient de la crédibilité des investisseurs. La crédulité. La crédulité, excusez-moi. Sans la vente à découvert, beaucoup de compagnies sont là, alors qu'elles n'ont pas le droit d'être là parce qu'à la fois elles perdent de l'argent ou elles sont littéralement en faillite. Donc la vente à découvert, ça permet en fait de voir où il y a les problèmes dans les compagnies, ça les révèle aux yeux des investisseurs. Et je dirais supprimer la vente à découvert, ça serait donner carte blanche à beaucoup d'escroqueries, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de contrôle. Tout le monde pourrait dire ah, mon action, ma compagnie, c'est la meilleure au monde, achetez-la, elle prendrait 1000% de hausse, plus personne ne pourrait essayer de lutter la contre. Donc, non, la vente à découvert est très importante comme facilité de découvrir la réalité derrière les comptes d'une compagnie. On a vu ça l'an dernier en Allemagne avec une entreprise de fintech allemande qui était au DAX, à l'index phare qui s'appelait Wirecard, qui avait été longtemps ciblée par les vendeurs à découvert et que les enquêteurs, les régulateurs ne prenaient pas au sérieux. Finalement, c'est eux qui avaient raison. Et je crois qu'aux États-Unis, au tout début des années 2000, c'était le cas également pour Enron, par exemple. Exactement. Donc, vous voyez que ça joue un rôle salutaire, à la limite. La vente à découvert, c'est une sorte de gendarme aussi qui d'une certaine façon, peut éviter beaucoup de catastrophes. Clément demande, est-ce que ceux qui avaient shorté GameStop, les hedge funds, peuvent y laisser leur chemise? Ça, c'est une question quand même intéressante parce que on a eu l'impression que Melvin Capital était complètement lessivé, mais ils mettent pas des stops, ces fonds, d'une certaine façon. Comment ça se fait qu'ils aient pu prendre des paris qui soient si importants, qu'ils les mettent en difficulté au niveau de leur bilan? Vous savez, l'appât du gain est quelque chose qui, je ne dirais pas même chez les hedge funds, mais surtout chez les hedge funds. La prise de risque. Là, ils ont pris, Melvin a pris, c'est-à-dire que leur position short sur GameStop était beaucoup trop importante. Et d'ailleurs, le fonds est en baisse. Melvin Capital, c'est officiel, de 52% sur le mois de janvier. Mais ça, c'est plutôt une exception. Il est certain que beaucoup de hedge funds avaient des positions short dans GameStop, mais qu'ils avaient gardé ces positions avec un contrôle de risque. Et c'est leur métier de maîtriser le risque. Si vous aviez 1% de votre fonds investi à découvert dans GameStop, oui, vous avez peut-être perdu un autre pourcent, vous avez peut-être perdu 2%, mais c'est un risque qui est maîtrisé. Le contrôle de risque, c'est ça qui est très, très important dans cette affaire. Le money management, que vous ayez un fonds à 5 milliards de dollars, que vous ayez un petit compte avec 5 000 dollars dessus, c'est tout aussi important finalement. C'est même tout à fait la même chose. Il faut toujours ne pas perdre plus que ce qu'on peut se permettre de perdre. Alors, est-ce qu'on peut envisager les conséquences long terme de cette histoire, nous demande Hugues. Est-ce que ça va rester quelque chose d'assez ponctuel ou est-ce qu'il y aura des répercussions maintenant que les particuliers ont réalisé qu'ils peuvent avoir cette puissance de feu? Je dirais là, il faut être très prudent parce que d'abord, franchement, on ne le sait pas. Deuxièmement, si on regarde les mouvements qui naissent des réseaux sociaux, souvenez-vous du printemps arabe, par exemple. C'était un enfant des réseaux sociaux, le printemps arabe. Si vous regardez beaucoup plus proche de nous, les émeutes à Washington avec la foule qui se rue vers le Capitole, c'était aussi les réseaux sociaux qui ont amené des gens à se mettre ensemble. Ce nouveau phénomène de réseau social où des groupes se forment, je me trompe, ce n'est pas un nouveau phénomène. Mais ce qui est nouveau, c'est que ces groupes sur réseaux sociaux se sont concentrés là au secteur de la finance. Ça, c'était la première fois qu'on voyait ça dans les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que c'est très difficile à dire, est-ce que ça va se reproduire? Je dirais qu'il ne faut surtout pas dire que ça ne peut pas se reproduire, parce que les réseaux sociaux, c'est un peu une carte blanche. Tout le monde puisse se mettre ensemble en exprimant des opinions qui en général sont les mêmes. C'est l'effet de masse. Donc, c'est fort possible que ça se reproduise.
sûrement pas exactement de la même façon. Mais maintenant, je dirais, dans la finance, il faut prendre en compte ce phénomène. C'est un nouveau phénomène, ça fait partie des signes noirs, ça fait partie de ce qu'on veut, mais c'est un phénomène qui est appelé ou bien à perdurer, ou en tout cas à rester dans l'esprit. Et est-ce que ça peut arriver en France? C'est Jean-Christophe qui nous pose cette question. Alors, arriver en France, je rappelle, Grégory, que vous vivez aux États-Unis depuis une quinzaine d'années, je crois. Vous êtes quasiment américain aujourd'hui, donc peut-être vous êtes un peu plus éloigné, mais vous voyez les boursicoteurs français avoir ce même impact? Je dirais que la grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est que, regardez, aux États-Unis, on a laissé faire. Rien n'a été empêché. Tout s'est déroulé selon, en fait, les règles du jeu. Et on pourrait rentrer dans le détail. En France, si un phénomène comme ça naissait, je pense que tout de suite, l'AMF, tout de suite, vous auriez des autorités qui interviendraient d'une façon extrêmement sévère, restrictive et bloqueraient le phénomène. Et ça, c'est la différence entre la France et les États-Unis au niveau de la finance. Alors pour l'instant, ils ont plutôt tendance à bloquer les ventes à découvert. Hein, quand ça... Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. D'accord. Hugues fait un parallèle avec le monde du Bitcoin. C'est propice, le Bitcoin, au pump and dump, comme on a vu. C'est plus propice que certains actifs. Propice ou pas propice, je dirais qu'une des théories que j'ai, c'est qu'en fait, tous ces actifs qui sont sur Robinhood, qui se sont ou enrichis avec GameStop, vont commencer à penser à Bitcoin comme investissement alternatif. Et Bitcoin, pour le moment, est extrêmement propice justement à ce genre de phénomène. Bitcoin n'est pas très... Bitcoin bouge beaucoup, il y a beaucoup d'activités et Bitcoin n'est pas réglementé. Donc, en fait, c'est le rêve pour sur Robinhood Bitcoin. Et je pense que oui, il faut s'attendre à beaucoup de mouvements sur Bitcoin, pas seulement sur Bitcoin, d'ailleurs sur Ethereum, sur beaucoup d'autres cryptocurrencies, parce que le Wild West, hein, tout est permis et tout peut se faire sans beaucoup de contrôle. D'accord. Très bien. Grégory, merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec nous pour ce Facebook Live donc, consacré à GameStop. Merci beaucoup à tous pour vos questions sur cette affaire. On voit que ça passionne vraiment partout dans le monde, cette aventure un peu extraordinaire, même si ces 2 derniers jours, on a vraiment l'impression que le titre est rattrapé par les lois de la gravité, évidemment. On aura peut-être l'occasion d'évoquer ce dossier, d'autres. Je rappelle, tous les jours, Grégory, vous nous faites part de vos analyses dans l'émission BFM Bourse, donc sur BFM Business, Radio et TV. Merci à tous, excellente soirée. Merci, bonne soirée, merci Guillaume.